Ravi de vous savoir, nombreux à l'écoute de Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet crucial, la violence faite aux naissants, une violation flagrante des droits humains. C'est le thème de ce jour. Pour en parler, nous recevons une fois encore Annick Nonohou. Elle est sage-femme, juriste, chercheure, spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé sanitaire et lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales. Elle est également fondatrice du réseau des soignants Amis des patients. Bonjour Annick Nonohou, comment allez-vous? Bonjour Madame la journaliste, je vais bien. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est un devoir pour moi. Il faut dire que les violences faites aux naissants sont une pratique que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Pouvez-vous nous dire ce qu'on entend par violence faite aux naissants? Oui, quand on parle de violence faite aux naissants, on devient savoir que il s'agit d'une situation dans laquelle les droits du naissant sont brimés. Et la question qui se pose souvent, c'est de savoir ce qu'on met dans le concept naissant, parce que c'est un concept méconnu du grand public. Quand on parle de naissance, ça prend en compte l'embryon, le fœtus, le nouveau-né et le nourrisson. Annick Nonohou, quels sont donc les différents types de violences faites aux naissants? S'agissant des différents types de violences faites aux naissants, nous dirons qu'il y a des violences directes et des violences indirectes. Les violences directes, ce sont les violences infligées au naissant après la naissance. Nous avons dit tout à l'heure que le naissant prend en compte le fœtus, l'embryon, le nouveau-né et le nourrisson. Donc, quand nous allons parler des violences directes, c'est des violences qui sont faites sur le nouveau-né et sur le nourrisson. Mais quand on parle de violences indirectes, ce sont les violences infligées soit à l'embryon ou au fœtus à travers le ventre de la mère. Dites-nous comment ces violences se manifestent-elles? Pour parler des manifestations, je donnerai quelques exemples de violences faites aux naissants et j'expliquerai comment ces violences se manifestent. Si nous prenons la violence verbale, beaucoup seront étonnés de se faire entendre que l'embryon, qu'il s'agit de l'embryon, du fœtus, du nouveau-né ou du nourrisson qui a une violence verbale, parce que pour eux, ils pourront dire qu'il n'y a pas de la conscience. Mais il a été démontré scientifiquement qu'il s'agisse de l'embryon ou du fœtus, déjà dans le ventre de sa mère, capte les informations. Donc quand la mère parle ou chante, ou quand le conjoint ou l'entourage fait du bruit, cela se fait ressentir. Et nous les classons dans les violences verbales quand il s'agit de paroles malfaisantes. Quand nous prenons la violence sociale, par définition, c'est une violence qui rend le lien d'amitié ou le lien d'amour ou le lien fraternel entre la mère et son enfant ou entre le fœtus et son père. Dans les deux sens, quand nous prenons le premier cas, la maman, quand elle finit d'accoucher, le nouveau-né devait rester à côté d'elle. Mais il arrive des moments où on sépare la mère, le nouveau-né. Là, il y a une violence sociale. Maintenant, pendant que l'embryon ou le fœtus se retrouve in utero et qu'on devait prendre en charge la mère, selon les normes, les bonnes pratiques, le père de l'enfant devait être à côté. Vous savez que nous disons même au cours du travail d'accouchement que le conjoint doit être présent, même pendant la grossesse, parce qu'il doit parler à son enfant qui est à l'état fœtal à travers le ventre de sa mère. On parle de méthode de tendresse, on parle d'autonomie. Et quand cela ne se passe pas, on parlera de violence parce que des droits ont été brimés. S'agissant des violences physiques qui sont les plus reconnues, il y aura violence indirecte, violence physique indirecte sur le naissant
quand nous allons constater qu'en communauté, que la gestante a été frappée, par exemple. Elle a été frappée par une tierce personne ou elle a été frappée par l'auteur de la grossesse, peut-être qui ne voudrait pas de cette grossesse. Parfois, il y a des coups de poing dans le ventre, etc. Quand on vient en milieu sanitaire, lors des soins, on peut faire ingérer ou bien on peut faire injecter à la mère des substances nuisibles. Cela va parvenir au fœtus par voie placentaire. Il s'agit d'une violence physique, bien sûr. Et quand pendant le travail d'accouchement, on adopte certaines méthodes ou certaines pratiques nuisibles que nous classons dans les normes historiques nuisibles pour la santé, vous allez constater que parfois quand la gestante ou la parturiente n'arrive pas à pousser, on demande à des gens de monter sur la dame, sur la table d'accouchement et on exerce des pressions. Nous parlons d'expression abdominale, qui est aussi une violence physique indirecte sur le fœtus, parce que là, le fœtus se retrouve dans le ventre de sa mère. Et après la naissance, vous allez constater que beaucoup d'agents de santé saisissent les bébés par les pieds, la tête en bas. C'est une violence physique parce que ça crée de dommages au nouveau-né. Je vais m'en arrêter à ces quelques exemples. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des substances nuisibles. Oui. Est-ce que vous pouvez citer quelques substances nuisibles? Je vais éviter d'appeler des noms pharmacologiques pour que les laboratoires ne pensent pas qu'on leur crée de problème. Mais, par exemple, quand la femme est en travail, on lui met du thérotonique. On met des médicaments qui vont induire des contractions à la mère. On classe ça dans les normes historiques, dans les substances nuisibles. Parce que cela ne fait pas du bien au fœtus. Quand on met la perfusion, quand on place la perfusion et qu'on met ces produits, cela augmente l'intensité de la douleur, la fréquence des contractions utérines qui deviennent très douloureuses et cela exerce une pression dommageable sur le fœtus à l'intérieur de l'utérus, au point où parfois certains fœtus émettent le méconium, les selles, dans le liquide, et après nous parlons de liquide méconial, on dit qu'il y a souffrance fœtale, il faut aller opérer. Il y a beaucoup d'exemples. Quand la mère ingère de l'alcool sur la grossesse, et c'est même puni. Et sous d'autres cieux, il y a des mères qui vont en prison pour ça. Donc on ne doit pas ingérer de substances nuisibles à la santé du naissant. D'accord. Vous avez également dit, si nous nous basons sur votre explication, qu'il ne faut pas séparer le bébé de sa maman à l'accouchement. Oui. Pourquoi cela? C'est également une forme de violence, vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que c'est également une forme de violence? En réalité, il est recommandé qu'après l'accouchement, qu'on puisse déposer le nouveau-né sur le ventre de sa mère. Ça favorise la familiarité entre le nouveau-né et sa maman. Et ça permet aussi d'accélérer l'éjection du lait. Parce que dès qu'on met le nouveau-né sur le ventre de sa mère, c'est qu'on lui met la tétine dans la bouche, le mamelon. Donc l'enfant, le nouveau-né tète. Et c'est la mise au sein précoce qui permettra l'éjection rapide du lait, qui permet aussi de protéger la santé de l'enfant. Il y a beaucoup d'autres choses. Le fait de séparer le nouveau-né de sa mère, c'est en réalité une violence parce que ça ne respecte pas les normes de bonne pratique et ça induit des conséquences négatives sur la santé de l'enfant. Et l'autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand le nouveau-né tète, ça a un effet positif sur la rétraction utérine et ça va accélérer le décollement placentaire et ça va prévenir aussi l'hémorragie de la délivrance. Quels sont donc les principaux droits des naissants en matière de soins et d'attention médicale? Quand on parle de droits du naissant, ces droits sont nombreux et la majorité de ces droits se retrouvent dans le Code de l'enfant. Mais en dehors de cela, il y a un guide pratique qui est mis à la disposition des agents de santé depuis 2015. Et quand je viens à ce type d'émission, comme il y a trop d'affectations, il y en a qui n'ont pas connaissance du document. Il s'agit du guide de la classe des maîtres, du guide méthodologique
béninois de la classe des mères, un document qu'on a élaboré avec l'appui financier de la JICA. Quand je prends ce document, à la page 53, je vais vous lire un peu ce qu'on a mis dans les 12 droits du naissant dans ce document. Et après, je pourrai parler d'autres droits. D'accord. Je vais les citer rapidement. Il y a le droit. Le premier, c'est le droit de bénéficier pendant la grossesse d'un milieu écologique adéquat. Le second, c'est le droit de naître à son temps et à son heure. Le droit à la vie. Le droit à l'intégrité. Le droit aux soins médicaux de réadaptation et de prévention de qualité. Le droit à la nutrition. On a mis allaitement maternel exclusif et autres. Le droit à une bonne identification. Les poses de brassard. Le droit à la dignité, le droit d'être enregistré à la naissance, le droit à une déclaration de naissance, le droit à une filiation et à une nationalité, et puis le droit de demeurer avec sa mère. Donc, en réalité, nous pouvons dire que le naissant est un être humain. En miniature, quand il s'agit d'embryon et de fœtus, c'est un futur être humain. Mais dès qu'il est né, c'est-à-dire le nouveau-né, le nourrisson, ce sont des humains. Donc tous les droits qu'on reconnaît aux humains devaient être reconnus aussi aux naissants. Mais de façon spécifique, de façon pratique, en milieu sanitaire, les droits qu'on pourrait respecter, c'est ça que je viens de citer. Est-ce que ces droits sont réellement respectés? Je dirais que ces droits sont d'abord méconnus. Beaucoup ne savent même pas que ces droits existent. Les naissants ont des droits. D'abord, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas le concept du naissant. Et ils ne savent pas que le naissant a des droits. Parce que pour eux, le naissant ne parle pas, on le gère. Donc, quand les droits sont méconnus, c'est qu'ils sont souvent brimés. Et réellement, les droits sont brimés. Tout à l'heure, je vous dis, je ne comprends pas cette pratique. En tant que sage-femme ou accoucheur, je ne sais pas pourquoi un être humain qui nous ressemble est né et on le saisit par les pieds, la tête en bas. Ce qui est dommageable pour sa santé. Il y a beaucoup d'autres pratiques que nous menons et que nous mettons en œuvre, mais qui ne respectent pas les droits du naissant. C'est sûrement parce que ces droits sont brimés que nous assistons à des violences. Oui. Des violences faites aux naissants. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures préventives qui sont mises en place pour éviter ces violences-là? En réalité, les mesures préventives qui sont mises en place, ce sont les causeries matinales, les sensibilisations, parce qu'il y a des thématiques qu'on développe pour le bien-être du nouveau-né, qu'on peut appliquer aux naissants, même si on ne connaît pas le concept. Donc, à travers ces sensibilisations, ces causeries, on devait parler des bonnes pratiques. Parce que ce que nous devons retenir, les violences faites aux naissants ne sont pas seulement infligées par les professionnels de santé. Vous savez que nous sommes en Afrique, dans la grande famille, dans la belle famille ou dans la famille même de l'accoucher. Il y a tellement de pratiques qui sont mauvaises, mais quand tout le monde veut tenter, on prépare des infusions, on veut laver la gorge du nouveau-né, on veut lui faire des massages traumatisants, on veut le secouer dans tous les sens, on veut lui arranger la tête, on est en train de coller la fontanelle, on est en train d'appliquer tellement de choses au niveau du cordon ombilical, toutes choses qui concourent à des violences qui sont infligées. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est la sensibilisation en réalité qui peut régler ce problème. Parce qu'il ne faut pas limiter cette sensibilisation seulement en milieu sanitaire. C'est vrai que quand les gestantes viennent en consultation prénatale, le matin, on fait des causeries, on fait aussi des classes des mères. Mais il serait bien d'aller en communauté pour faire des classes communautaires, pour faire les visites à domicile, ce que nous ne faisons pas actuellement. Il faudrait qu'on associe les relais communautaires, qu'on les forme sur ces types de sensibilisation pour que même si les professionnels de santé qualifiés qui sont dans les centres n'arrivent pas à se déplacer sur le terrain, que les relais quand même continuent ce travail et pour que les violences faites aux naissants cessent. D'accord. Vous êtes également sage-femme. Pouvez-vous partager avec nous quelques expériences positives de prise en charge des naissants, mettant en évidence des pratiques respectueuses, j'y arrive, des droits humains? Oui.
Quand on parle de pratiques respectueuses des droits humains, ce sont ces pratiques obstétricales alternatives qu'on ne nous apprend pas à l'école de formation ou dans les facultés, mais qui en cours de chemin se retrouvent dans les recommandations de bonnes pratiques. Si je prends la méthode aptonomique, qu'on appelle méthode de tendresse par exemple, le fait que le père doit caresser le ventre de la mère, parler au fœtus in utero, etc. Les méthodes de psychophonie, les classes de chant, la femme en travail en train de chanter, le conjoint à côté, les agents de santé, etc. Toutes choses qui parcourent au bien-être, qui concourent au bien-être du naissant. Il y a d'autres pratiques, la méthode kangourou par exemple, quand il s'agit d'un nouveau-né prématuré. Le nouveau-né prématuré a besoin de la chaleur de sa mère, de la protection de sa mère. Et ça, je tire chapeau, je félicite le service de néonatologie du Chumel de Cotonou, où des kangourous ont été confectionnés et les femmes l'adaptent et mettent leurs enfants et les nouveaux-nés dedans. Et ça permet aux prématurés de grandir en toute sécurité, de ne pas prendre froid, parce que souvent le froid tue les prémats. D'autres pratiques, je dirais, les bonnes pratiques en salle de naissance, quand la femme est en travail et qu'on respecte les droits humains de cette parturiente, qu'on la laisse en contact de son époux, et quand l'environnement est habilitant, l'environnement est humanisé, il y a tous les outils qu'il faut, les outils d'humanisation pour gérer son travail d'accouchement. On voit que l'accouchement se passe très rapidement, dans un temps record, avec moins de douleur, moins de souffrance, et le bébé est très bien portant. On a plein d'exemples dans les familles. Donc ce sont ces expériences que je peux partager avec vous. Quels sont les défis auxquels les professionnels de la santé, y compris les sages-femmes, sont confrontés pour prévenir et combattre les violences faites aux naissants? Le grand défi, c'est le défi de collaboration. Je le dis pourquoi. Déjà, entre puéricultrices, néonatologues, pédiatres, gynéco-obstétriciens, on doit fédérer les efforts. Parce que nous travaillons ensemble sur la gestante et sur le nouveau-né. Mais ce qu'on constate sur le terrain maintenant, les gens travaillent de façon disparate, ce qui ne nous arrange pas. Donc le grand défi, c'est le défi de collaboration. Ça, c'est en milieu sanitaire. Nous devons nous déplacer. L'équipe médicale doit aller par moment, quelle que soit la surcharge de travail. On doit avoir une planification pour aller en communauté. Parce que les échanges entre les agents de santé, les individus, familles et communautés ont de répercussions positives sur le bien-être en général, sur la santé et la lutte, la riposte aux violences en particulier. Donc nous devons aussi collaborer. Il doit y avoir une collaboration entre les acteurs du milieu sanitaire et les acteurs du milieu communautaire. Il y a aussi les acteurs sociaux. Quand nous prenons les sites d'assistance aux victimes, la plupart de ces acteurs ne sont pas des agents de santé, mais sont à des postes sensibles. Donc, quand on ne partage pas les expériences, quand on ne n'y a pas un cadre de concertation pour qu'on travaille ensemble, ils ne vont pas connaître les bonnes pratiques et ils ne sauront pas réagir au moment où il y aura des violences. C'est vrai qu'on est en train de parler de prévention de violences, mais la lutte, elle est globale. La riposte, elle est globale. Parce que pendant qu'on prévient, des cas peuvent survenir. Et si ces cas arrivent, il faut savoir les gérer. L'autre défi, c'est le défi de matériel et d'équipement. Toutes ces pratiques novatrices dont nous avons parlé se basent sur des outils qui ne sont pas actuellement disponibles en milieu sanitaire. Donc, la sage-femme étant reconnue défenseur des droits des femmes et des naissants, elle doit faire beaucoup de plaidoyer à l'endroit des autorités sanitaires, à l'endroit de l'exécutif, à l'endroit du législatif, pour qu'il y ait un cadre formel de protection des droits du naissant, ce qui permettra d'éliminer les violences faites aux naissants. Et l'autre défi, c'est un défi lié à la formation, parce que dans les curricula de formation, tout ce dont je vous parle n'y s'y trouve pas. Donc il faudrait qu'on fasse l'actualisation des curricula de formation
et que depuis l'école, déjà la formation des agents de santé et autres en faculté, qu'on puisse leur inculquer ces nouvelles pratiques qui permettront de réduire de façon tangible les violences faites aux naissants. Donc ce sont ces grands défis. Sans oublier que nous devons collaborer avec les journalistes, parce que lors des formations, on ne nous montre pas l'importance de la collaboration avec les journalistes, alors que vous êtes nos porte-voix. Allez faire une sensibilisation sur le terrain, à peine tu as 50 cibles, quel est l'impact? Mais actuellement, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, quand vous faites une émission ou une sensibilisation avec les journalistes, l'impact il est grand et on pourra rapidement atteindre les cibles. Donc dans nos planifications, nous devons savoir que nous devons avoir dans nos budgets une ligne pour gérer quand même l'information au niveau des médias. D'accord, vous avez cité tant de défis et là nous avons une question pour vous. Comment les sages-femmes peuvent-elles jouer un rôle crucial dans l'éducation et la sensibilisation pour garantir des accouchements respectueux des droits humains? En réalité, quand on parle de sage-femme, c'est une professionnelle médicale. Et là encore, j'insiste, beaucoup de collègues pensent qu'elles sont des paramédicaux, des agents paramédicaux. Non, nous sommes des agents médicaux. Et quand on prend les missions de la sage-femme, il y a une mission sociale, il y a une mission juridique. Par rapport à la mission juridique, la sage-femme, conformément aux recommandations de l'AICM, c'est-à-dire de la Confédération internationale des sages-femmes, a un rôle prioritaire dans la protection et la défense des droits humains des femmes et des naissants. Donc il faut que la sage-femme sache déjà que c'est une mission pour elle, que ce n'est pas une tâche supplémentaire où elle pourrait le faire quand elle veut. Non, ça s'impose à elle. C'est une mission qui fait partie de nos charges. Donc déjà au plan juridique, la sage-femme est le défenseur des droits des femmes et des naissants. Et c'est à elle de faire les plaidoyers, c'est à elle d'être regardant et de savoir où agir pour atteindre ses objectifs. Et quand on prend la mission sociale, la sage-femme a un gros rôle à jouer en communauté. Et pour atteindre ses objectifs en communauté, elle ne pourra pas se séparer de la communication, de l'information et autres. Donc, quand elle doit collaborer avec les journalistes, mais qu'elle doit collaborer aussi avec les individus, familles et communautés. Et pour qu'elle puisse être compétente pour mieux gérer sa profession, sa pratique professionnelle, elle doit être soutenue par l'État. Et soutenue par l'État, c'est qu'il faut qu'on assure son DPC, le développement professionnel continu. Il faut qu'elle soit, la science étant dynamique, il faut que la sage-femme soit formée. Il faut que la sage-femme soit acceptée dans les grandes instances de décision. Vous allez voir qu'en Afrique et au Bénin en général, les décisions s'imposent aux sages-femmes. Elles sont comme des secrétaires dans les centres. On est là à dire oui docteur, oui docteur. Je ne suis pas contre les médecins. Mais nous devons travailler dans une approche égalitaire et complémentaire. Il doit y avoir de la complémentarité, de la bonne gouvernance. Donc là, les sages-femmes africaines n'ont pas encore compris leur rôle. Il faut qu'elles s'éveillent et qu'elles comprennent leur rôle, qu'elles se forment pour être compétentes et pour agir au niveau de la société pour atteindre leurs objectifs. C'est vraiment important. Alors, quelles recommandations faites-vous pour améliorer la protection des droits des naissants en milieu sanitaire et en milieu communautaire? Moi, ma première recommandation déjà, c'est par rapport au plan législatif. En droit positif béninois, dans aucun texte ou dans aucune disposition, vous allez voir droit du naissant de façon spécifique. C'est vrai qu'au début de l'émission, j'ai parlé du code de l'enfant. Mais l'enfant, c'est le naissant qui devient enfant après. À l'étape de naissance, tout se passe en droit positif béninois comme si le naissant n'a pas de droit. Donc, il faudrait déjà qu'on corrige le tir à ce niveau. Et comme je le disais tantôt au début, toute chose, dès qu'on corrige au plan législatif, il faut qu'au plan de la formation, de l'enseignement, que cela soit pris en compte, qu'on fasse le suivi sur le terrain, le suivi des pratiques professionnelles, le suivi des pratiques familiales, pour savoir qu'on n'est pas en train
de brimer ou d'infliger des violences aux naissants. Donc c'est vraiment important pour nous qu'on agisse sur ces points pour évoluer. Sans oublier que le gouvernement doit mettre à disposition dans toutes les maternités des outils nécessaires pour qu'on puisse appliquer les bonnes pratiques professionnelles. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je dirais à mes collègues sages-femmes de se réveiller. Nous avons assez dormi. Maintenant, il faut agir. Et par rapport aux soins maternels respectueux, par rapport aux pratiques alternatives humanistes fondées sur les droits humains, le Bénin est encore en arrière, je l'affirme, et il suffit qu'on aille dans les maternités, les services de gynéco-obstétrique pour le constater. Mais quand on se fonde sur les normes, et c'est la sage-femme qui est le défenseur des droits des femmes et des naissants. Et 2030, c'est à côté. Donc, il faut que les sages-femmes africaines en général et les sages-femmes béninoises se réveillent, qu'elles s'arment de courage, qu'elles soient résilientes, qu'elles n'ont pas peur, qu'elles n'aient plus peur du patriarcat médical. Parce que le patriarcat médical fait que des sages-femmes compétentes sont là dans l'ombre, ont peur d'agir parce qu'elles craignent les représailles. Les représailles ne tuent pas, Dieu nous protège. Que chacun s'éveille comme je le fais déjà. Je suis sage-femme, je suis courageuse, je le sais. Même si on ne me le dit pas, je suis résilient, je suis activiste, mondialement connu. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup d'Annick Nonohou au Bénin pour que la profession sage-femme soit redorée, et le blason de la profession sage-femme soit redoré, et que les violences faites aux naissances soient vraiment éliminées. Nous vous remercions, Annick Nonohou. Merci, madame. Et nous espérons aussi qu'il y aura assez d'Annick Nonohou au Bénin, comme vraiment, vous l'avez dit. Je le souhaite. C'est la fin de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Nous avons reçu Annick Nonohou. Elle est sage-femme, juriste, chercheuse spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé sanitaire et lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales. Elle est également fondatrice du réseau des soignants Amis des patients. Nous avons discuté autour du thème violence faite aux naissants, une violation flagrante des droits humains. À ce micro, je suis restée Nadirat Biokperege. Parfait Afodéou a assuré la mise en onde de cette émission. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.